Le co-investissement, ça sera un des moyens, et il faut, nous, qu'on mette nos égoïsmes, nos suspicions et un peu au vestiaire, et que, pour ce défi national qui est de faire de la France vraiment un des territoires les mieux connectés en Europe, dans quelques années, il faut que les opérateurs soient capables de se retrouver autour de ce genre de projet. On a montré qu'on était prêt à le faire. Alors pourquoi c'est si important, maintenant, le très haut débit? Le très haut débit, c'est tout simplement... sans doute un des moyens qui va permettre à nos sociétés d'accéder d'abord plus massivement à l'économie de la connaissance, en diffusant, grâce à cet outil fabuleux, tout, je dirais, ce que l'humanité a accumulé de connaissances au fil des siècles et des millénaires par toute une série de moyens qui sont de plus en plus simples, de plus en plus intuitifs, de plus en plus universels. C'est les smartphones, c'est les tablettes, c'est les ordinateurs, d'abord, chez soi, c'est bien sûr la télévision. Et que pour acheminer cette énorme quantité d'informations, et surtout pour pouvoir le faire, si je puis dire, dans les deux sens, c'est-à-dire créer des services qui soient vraiment interactifs. Vous ne soyez pas simplement passif à recevoir un contenu, mais vous puissiez aussi vous-même participer. C'est notamment l'essor des réseaux sociaux, c'est le jeu en ligne, c'est pour les entreprises le développement du télétravail, par exemple. Et donc, pour que tout ceci puisse se développer, pour que les services qu'on peut amener pour faciliter le maintien à domicile des personnes dépendantes, par exemple, et toutes ces choses puissent se développer, on a besoin d'avoir ces réseaux de très haut débit. Et pour donner juste un chiffre, vous avez évoqué les 512 km par seconde, qui était un peu la version primitive de la DSL, enfin de l'Internet. Aujourd'hui, en Gironde, tout le monde a 2 mégabits par seconde, ce qui est déjà bien. Pour avoir vraiment un bouquet de services tels qu'ils sont disponible aujourd'hui, il faut plutôt avoir 7-8 mégabits par seconde. La fibre va permettre de passer à 100 mégabits par seconde. Et techniquement, on sait pouvoir faire monter ces débits jusqu'à 1 gigabit par seconde. C'est-à-dire on sait les faire monter encore d'un facteur multiplicatif de 10. Donc, on voit bien qu'il y a là, je dirais, un appel d'air absolument fantastique qui va être, nous le pensons vraiment, on n'est pas les seuls à le penser, la révolution industrielle. Il y a des horizons là qu'on peut esquisser pour arriver à ce niveau de technologie aboutie et qui permettent Alors, en matière de réseau, d'infrastructure, les horizons ne sont liés, je dirais, qu'à la capacité de l'ensemble des parties prenantes, et c'est compliqué quand même, il faut le dire, les opérateurs, les collectivités et puis les clients finalement, de rentrer à l'heure de la fibre. Techniquement, on sait faire des réseaux de fibre depuis longtemps. Et donc, on n'est vraiment que dans, je dirais, l'exécution des choses. Et je vais prendre juste un exemple qui peut montrer que les lenteurs, que parfois on déplore, ne sont pas forcément liées aux opérateurs, ça sûrement pas, mais même aux acteurs directement. C'est ce qu'on appelle le déploiement vertical. Une chose est d'apporter un réseau de fibre en bas d'un immeuble. Une autre chose, dans le cadre des règlements existants aujourd'hui, est de la faire monter, cette fibre, de façon à ce que chaque foyer, concrètement, puisse avoir accès à la fibre. Parce que là, on rentre dans, en particulier, la question des copropriétés. Vous savez que la copropriété, c'est une réalité quand même qui est assez lourde, ça ne manipule pas très facilement, les assemblées, c'est une fois par an, enfin, bref. Donc tout ça est générateur d'une complexité, d'une lourdeur, qui, voilà, c'est une partie du système, et donc, ça ne sera pas aussi facile, encore une fois, de déployer ces réseaux, y compris dans des zones très, très denses, de les déployer et surtout de convaincre ensuite les clients de rentrer dans ces services de la fibre, que ça peut être le cas dans le passé. Mais on a quand même un horizon de temps. Et nous, on s'est fixé un objectif à 2015, d'abord, qui est donc d'avoir engagé le raccordement de 60% du foyer français, qui fait 10 millions de foyers raccordables. Et ensuite, on a un objectif à 2020, qui est encore plus ambitieux. Bon. En termes de services, c'est ça qui est merveilleux dans ce secteur, personne n'est capable de dire aujourd'hui quels seront les services de demain. Il y en a déjà beaucoup. Il y a déjà un certain nombre de services que vous ne pouvez recevoir que si vous avez la fibre. Par exemple, la télévision en 3D. Par exemple, ce qu'on appelle le multi-écran. Vous êtes chez vous, vous avez une télévision dans votre salon, une autre dans votre chambre, un de vos enfants, vous avez par exemple au hasard, qui a un ordinateur dans sa chambre, ou une tablette numérique en Wi-Fi, pour pouvoir supporter les flux qui
sont nécessaires pour que tous ces appareils fonctionnent en même temps, il faut avoir des niveaux de détection élevés. On pourrait citer aussi des jeux interactifs. Donc, il y a déjà un bouquet de services et d'usages qui existent, mais ce qui est sûr, parce que c'est toute l'histoire du secteur le montre, c'est que quand on aura installé vraiment ces filtres partout, ça va exploser, ça va se développer, et en plus ça va générer d'ailleurs aussi beaucoup d'innovation, beaucoup de créativité. Ce qui est merveilleux dans ce système aussi, c'est que tout le monde peut y participer. C'est décentralisé. C'est la magie d'Internet, c'est que chaque internaute peut être un créateur d'entreprise, peut devenir un Larry Page ou un Bill Gates ou un Mark Zuckerberg. Voilà, il n'y a pas de barrière à l'entrée. Il n'y a pas de barrière à l'entrée. C'est vraiment uniquement la créativité, l'innovation. C'est un outil fabuleux pour cela. Et donc, bien sûr que dans tous les territoires où la fibre sera apportée, eh bien, ça va susciter voilà, beaucoup d'innovation et beaucoup de création d'entreprises aussi.